Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition du secrétaire général du groupe Carrefour, Laurent Vallée. Laurent Vallée qui s'exprime ce matin devant la commission des affaires économiques. Cela alors qu'Alexandre Bompard, la semaine dernière et 6 mois après son arrivée à la tête du groupe Carrefour, a annoncé la mise en place d'un plan en choc. Au programme, la suppression de 2400 postes, la cession de certaines enseignes ou encore de lourds investissements dans l'e-commerce. Il faut dire que le groupe Carrefour a à faire face à de très nombreux défis. La concurrence croissante du géant Amazon, le développement à nouveau de commerce de proximité de centre-ville au détriment des hyper et puis cette tendance pour des produits plus sains et plus locaux. Alors je vous le disais, Alexandre Bompard a annoncé la mise en place d'un plan choc de transformation pour gagner en agilité. Ce sont là les mots de la direction. En clair, il prévoit la suppression de 2400 postes dans les structures centrales, cela sur les 155 000 emplois que compte le groupe. Cependant, la direction précise qu'aucun départ ne sera contraint. C'est sur ce sujet, pour l'essentiel, que les sénateurs vont interroger ce matin le secrétaire général du groupe Carrefour. Tout de suite, on l'écoute. Monsieur Vallée, bienvenue dans cet hémicycle du Sénat auprès de notre commission des affaires économiques. Nous sommes donc, mes chers collègues, heureux d'accueillir ce matin Monsieur Vallée, secrétaire général du groupe Carrefour, poste que vous occupez depuis septembre dernier, après un parcours et des fonctions diverses au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, dans l'administration, mais aussi dans les médias, je crois dans le groupe Canal+, me semble-t-il. Donc un parcours varié. Comme vous le savez, notre commission est chargée, entre autres, des questions relevant du commerce et des questions agroalimentaires. Et c'est dans ce cadre qu'il nous a paru intéressant de pouvoir échanger avec votre groupe. Certes, depuis que nous nous sommes convenus du principe de cette audition, il y a maintenant 2 mois, l'actualité a mis en lumière certains dysfonctionnements des procédures d'alerte et de retrait de produits en matière de sécurité alimentaire. Je parle bien évidemment de l'affaire Lactalis. Et ces affaires mettent en cause, ou en tout cas entraînent avec elles, votre groupe, comme d'autres acteurs de la grande distribution. Mais je dis à mes collègues que cette question spécifique fera l'objet, le 14 février prochain, pour la Saint-Valentin, d'une audition commune des différents acteurs de la grande distribution et de la distribution spécialisée, d'ailleurs, dans le cadre d'une démarche conjointe avec la Commission des affaires sociales. Votre groupe y sera représenté et je souhaite, dans la mesure du possible, bien sûr, que cette question soit plutôt abordée dans le cadre de l'audition à venir et un peu moins aujourd'hui. Je rappelle que c'est votre groupe qui a lancé, si je ne m'abuse, avec la famille Fournier, il y a près de 50 ans, à Sainte-Geneviève-des-Bois, le concept d'hypermarché, mais avec d'autres, qui s'appelaient Édouard Leclerc ou Gérard Mullier. Et vous avez également été un des premiers acteurs à lancer une vaste gamme de produits distributeurs dans le domaine, notamment au départ, de l'alimentaire. Aujourd'hui, le groupe Carrefour est présent dans plus de 30 pays, 1200 magasins qui se déclinent en plusieurs formats, de l'hypermarché au magasin de proximité et même dans le cash and carry. On entend aujourd'hui beaucoup d'acteurs du commerce et de la distribution, d'experts, insister sur les fortes mutations du commerce, sous la pression notamment des acteurs du numérique. Celle-ci signerait, nous dit-on, la fin des hypermarchés, en même temps qu'elle favoriserait la désertification commerciale de nos centres-villes et centres-bourgs et plus généralement le déclin du commerce physique. On pourrait s'interroger sur la stratégie d'un acteur comme Carrefour face à ces évolutions et ses réactions face à ces prédictions pour le moins pessimistes. Et ce, d'autant plus que votre résultat opérationnel courant a connu une baisse de 15% à taux de change courant et que manifestement, l'intégration du réseau pourtant de proximité DIA, racheté en 2014, s'avère financièrement difficile. Le groupe vient de réagir avec la présentation le 23 janvier dernier d'un plan de transformation prévoyant un investissement massif, pratiquement 3 milliards, dans le développement du digital et un renforcement de l'offre en produits biologiques, de même qu'une alliance avec un intervenant chinois.
Pour autant, cette transformation se fait au prix de 2400 suppressions d'emplois annoncées, notamment au siège, et de la cession d'une partie de vos actifs, dont le fameux réseau DIA. Au-delà de ce plan, quelle est votre vision prospective de l'avenir de la distribution alimentaire? Plus généralement, face à l'offensive d'acteurs tels que Amazon, quel est l'avenir du commerce physique? Par ailleurs, le modèle de la grande distribution a fait naître une législation très spécifique en matière de relations commerciales, mais aussi d'urbanisme commercial. Cette législation est souvent largement décriée, soit parce qu'elle entraverait trop l'action des acteurs, soit à l'inverse parce qu'elle serait insusceptible de protéger les plus faibles, qu'il s'agisse des producteurs ou des petits distributeurs. Et je suis là-dessus certaine que mes collègues auront beaucoup de questions. En particulier, la tenue des négociations avec les producteurs agricoles est souvent un moment de forte tension. Alors je sais que nous sommes en plein milieu de cette période et qu'il vous sera difficile de faire un bilan forcément des négociations en cours puisqu'elles auront lieu jusqu'au 28 février. Et chaque année, évidemment, ces tensions atteignent leur paroxysme au moment du Salon de l'agriculture. Et les pratiques de la négociation des grands distributeurs sont souvent remises en cause. Dans ce cadre, quelle est votre appréciation en général sur cette législation? En particulier, cette fameuse charte de bonne conduite qui a été négociée récemment, vous paraît-elle de nature à améliorer durablement la situation et à favoriser une meilleure répartition de la valeur et des efforts entre distributeurs et producteurs? Les États généraux de l'alimentation ont également donné lieu à certaines préconisations. Que vous inspire-t-elle? Ce matin, le projet de loi est sur la table du Conseil des ministres. Donc, je pense que nous serons très intéressés pour connaître votre avis. Le seuil de revente à perte, les 10%, la législation sur les promotions. Enfin, de même, la législation sur l'urbanisme commercial, malgré les dernières réformes, reste accusée de favoriser la déshérence commerciale des centres-villes, notamment dans les villes moyennes. Quel est votre constat en la matière? Quel est, et le cas échéant, vos suggestions d'amélioration? Monsieur le secrétaire général, je vous laisse désormais la parole. Après vos interventions, mes collègues vous questionneront et je vous inviterai bien sûr à répondre à l'issue de l'ensemble de leurs questions. Et je voudrais, après vous en avoir prévenu, m'excuser auprès de mes collègues car je devrais vous quitter en cours de séance pour aller auprès de la commission des lois sur le projet Jeux Olympiques. Voilà, pour quelques instants. Et donc, je laisserai la présidence à ce moment-là à notre ami. Voilà, Alain Châtillon. Monsieur le secrétaire général, à vous. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vous remercie au nom du groupe Carrefour pour votre invitation. Votre introduction m'invite à construire mon propos liminaire avant de répondre aux éventuelles questions en deux parties distinctes. Dans un premier temps, pour répondre à ce que vous venez d'indiquer, j'essaierai de vous dire quelques mots sur les interrogations sur l'avenir du commerce physique et je prendrai appui non pas sur des certitudes absolues sur l'avenir de la distribution, mais en tout cas sur les convictions qu'a le groupe Carrefour aujourd'hui au moment où, comme vous l'avez indiqué, il a annoncé un plan de transformation. Et dans un deuxième temps, je dirai quelques mots, comme vous m'y invitez, à une appréciation générale sur la législation propre aux relations industrie-commerce et également quelques mots peut-être davantage d'actualité sur les états généraux de l'alimentation et les futures évolutions législatives. Donc d'abord sur le plan de transformation, mais surtout sur le regard que Carrefour porte sur l'avenir du commerce physique. Il faut d'abord avoir à l'esprit que ce qui caractérise la grande distribution aujourd'hui, en France, mais aussi dans le monde, Carrefour étant présent dans plusieurs pays dans le monde, est affecté par trois mutations très profondes dont je vais dire un mot. Vous avez évoqué le numérique dans votre introduction, mais il faut avoir en tête que l'impact est très profond sur le champ concurrentiel. Sont nées des plateformes mondiales hyper généralistes. Vous en avez cité une qui est Amazon. Sur un territoire sur lequel nous sommes, c'est Alibaba. Et ayez en tête, par exemple, qu'à la fin du mois de septembre, un groupe comme Alibaba annonce qu'il va investir 15 milliards de dollars sur ses plateformes logistiques, c'est-à-dire la capitalisation boursière de Carrefour à peu près, et que son objectif, si vous allez à Hangzhou, à son siège, c'est de livrer dans toute la Chine en moins de 24 heures et dans le monde entier en moins de 72 heures. C'est ça l'objectif aujourd'hui d'un groupe comme Alibaba. Vous avez également des spécialistes qui dominent une catégorie. Je lisais hier dans la presse que l'enseigne préférée
préférée des Français aujourd'hui est une enseigne spécialisée dans le sport que tout le monde connaît. Chaque jour également, dans le commerce, des startups ou des entreprises de plus grande importance développent sur leur site internet, leurs applications, des solutions qui constamment simplifient la vie des consommateurs et accélèrent leur processus de choix. Et tout ça, dernier aspect de cette mutation, dans un contexte où des acteurs mondiaux nouent des alliances stratégiques très fortes. Vous avez eu la gentillesse de citer une alliance conclue très récemment par Carrefour avec 2 groupes chinois, mais depuis 6 mois, Amazon s'est allié avec Whole Foods, Alibaba s'est allié avec Auchan, très récemment Walmart et Rakuten, un groupe japonais s'alliaient, Alibaba et Kroger, un groupe américain, et ce matin dans Les Échos, vous pourrez lire un article sur une alliance entre Tencent et Wanda, un grand groupe chinois d'immobilier commercial. Et à chaque fois, ces alliances sont dans des groupes de poids très importants et allient le commerce physique et des groupes de technologie. Ça, pour un tableau très rapide des mutations mondiales qui, sous l'impulsion d'innovation, affectent le secteur de la distribution. Deuxième mutation qui est liée à la première, c'est l'évolution des attentes des clients. Les clients aujourd'hui, dans ce contexte-là, qui ont évidemment toujours voulu être le mieux servi possible, le plus rapidement possible, avec les meilleurs produits possibles et au meilleur prix, peuvent le faire d'autant plus vite en utilisant leur téléphone, en comparant sans cesse les prix, en ayant des solutions immédiatement à leur disposition. Dès lors, le parcours d'un client est beaucoup plus fragmenté, c'est moins linéaire, il a des offres de choix en permanence et donc pour un métier de distributeur, c'est évidemment une rupture profonde. Dernière mutation, sans évoquer, à moins qu'il y ait des questions propres, l'affaire Lactalis proprement dit, celle-ci s'inscrit dans une mutation profonde qui est celle des comportements alimentaires et plus largement ce que Carrefour, dans son plan, a désigné sur la transition alimentaire, en ayant l'ambition d'être un leader en la matière, c'est-à-dire une évolution des modes de production plus responsables, une évolution des modes de production tenant compte des ressources environnementales, mais également des comportements de distribution que je viens d'indiquer, mais aussi des vœux des consommateurs qui veulent manger plus sien, plus local, plus bio, etc., etc. Donc ces 3 mutations caractérisent l'environnement dans lequel aujourd'hui la grande distribution doit évoluer. Dans ce contexte, Carrefour a annoncé, vous l'avez dit, un plan de transformation qui a une ambition que je viens d'indiquer, qui est d'être le leader de cette transition alimentaire. Carrefour a été, au moment de la généralisation de la consommation de masse, l'un des leaders, a permis l'essor de la consommation de masse et a été un acteur essentiel de cette consommation de masse des années 60 à 80. On ne va pas borner ça. Aujourd'hui, il nous semble que c'est cette transition des comportements qu'il faut accompagner. Celle-ci doit s'accomplir pour tous et c'est une réactualisation du rôle de la grande distribution et c'est ça l'ambition d'un groupe comme Carrefour aujourd'hui. Tout ça dans un contexte où l'autre ambition du plan, c'est d'assurer la pérennité d'une entreprise comme le groupe Carrefour, encore une fois dans un contexte de mutation très profonde, ce qui impose de lui redonner des capacités d'action à travers des réductions de coûts qui ont été annoncées, mais également des investissements plus ciblés, plus sélectifs et sur des domaines essentiels. Vous avez cité notamment le digital. Tout ceci a été annoncé la semaine dernière. Carrefour a l'ambition de créer ce qu'on appelle aujourd'hui un univers omnicanal, c'est-à-dire permettre aux consommateurs et aux clients de pouvoir naviguer à la fois dans ces magasins et dans un univers digital. J'y reviendrai dans un instant pour évoquer plus généralement l'avenir du commerce physique. Ça appelle de renforcer certains formats de magasins, d'investir dans le digital et l'ambition affichée par Carrefour est de devenir leader en matière d'e-commerce alimentaire. Tout ça dans un contexte où, pour accompagner la volonté et les comportements des consommateurs, il est nécessaire pour Carrefour de refondre son offre à l'égard des produits frais, du bio, de ses marques propres, du local et sur tous ces aspects, Carrefour a annoncé dans son plan à 5 ans un certain nombre d'objectifs précis. Tout ce plan est désormais public, je ne vais pas vous le représenter intégralement, en revanche je vais prendre appui pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse s'agissant du commerce physique ou de l'avenir du commerce physique. La conviction qu'a Carrefour, et il n'est pas le seul en la matière, c'est que le physique et le digital ne s'opposent pas mais doivent aujourd'hui se combiner. Pour une première raison très simple, c'est que le client veut tout cela. Le client aujourd'hui, il ne veut pas choisir. On ne va pas lui dire qu'il faut choisir entre le site internet, son application et
tel ou tel format de magasin. Ce qu'il veut en réalité, c'est à tout moment avoir le meilleur service, le plus fluide, de la plus grande qualité, avec si possible les meilleurs produits et au meilleur prix. Et donc ça impose de le faire évoluer dans un univers qui nécessairement combine le digital et le physique. Et ce que je mentionnais tout à l'heure, s'agissant d'une des ambitions du groupe Carrefour, qui est de créer un univers omnicanal, qui est un jargon un peu technique de la distribution, c'est précisément ça, c'est d'allier la combinaison de ce qu'on peut offrir de meilleur en magasin, ce qu'on qualifie d'expérience client, et ce qu'on peut offrir de meilleur en expérience digitale. Et c'est précisément l'alliance des deux qui fera qu'on pourra puissamment rendre service à nos clients et s'adapter à l'évolution de ces modes de consommation. Et au demeurant, c'est le sens de l'histoire industrielle dont je donnais quelques illustrations tout à l'heure. Les recompositions très importantes des plus grands acteurs de la distribution et de la technologie en ce moment, et dans les 6 mois qui viennent de se passer, et a fortiori sur les 2 marchés les plus importants qui sont les États-Unis et la Chine, montrent bien que ce sont ces alliances sur lesquelles les groupes sont en train de travailler et cette recomposition. Donc, dans ce contexte général et avec cette ambition-là, le magasin physique reste évidemment essentiel, à condition certainement d'être travaillé un petit peu autrement. Prenons l'exemple des hypermarchés que vous mentionniez et qui déclenchent parfois des inquiétudes. Dans l'annonce du plan de transformation de Carrefour, le président de Carrefour a été très clair sur le sujet des hypermarchés, en disant d'une part qu'aucun ne fermerait, alors qu'il y avait des inquiétudes sur les fermetures d'hypermarchés, mais qu'il fallait travailler autrement, que sans doute l'hypermarché tel qu'il a été conçu à l'origine ne répondait plus aujourd'hui aux attentes des consommateurs s'il restait en l'état. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'il faut reconsidérer l'hypermarché comme un pôle d'attraction au sein d'une galerie commerciale où on offre des services variés à l'ensemble des clients. Ça signifie probablement qu'il faut retravailler les surfaces au sein des hypermarchés en les allouant différemment en fonction de l'évolution des comportements et des vœux des consommateurs. Ce qui a été annoncé également, c'est de réduire les mètres carrés des hypermarchés. Probablement que nous avons des hypermarchés, mais ça, ce sera une analyse au cas par cas à faire pour déterminer si tel ou tel hypermarché est aujourd'hui adapté à sa zone de chalandise, trop grand dans les allocations de surface. Ça impose un travail extrêmement précis sur l'ensemble de nos magasins. Les hypermarchés sont également appelés, dans la combinaison avec le digital, à devenir des formes de plateformes, c'est-à-dire des lieux de préparation de commandes, des lieux du drive où on vient recueillir des éléments préparés à l'avance, ce qu'on appelle le click and collect, c'est-à-dire que vous réservez un produit sur votre site internet et vous venez ensuite le chercher dans le magasin. Et en combinant tous ces éléments, avec l'exigence d'une qualité d'exécution qui est absolument nécessaire dans ce métier, nous avons la conviction aujourd'hui que le modèle de l'hypermarché, exécuté différemment, adapté aux vœux des consommateurs, a non seulement de l'avenir, mais également doit être développé. Le modèle de l'hypermarché, mais le magasin physique dans d'autres circonstances est aussi l'un des éléments de l'avenir d'un groupe tel que Carrefour. Par exemple, le groupe Carrefour a annoncé qu'il ouvrirait 2000 magasins de proximité sur l'échéance de son plan et 200 sur l'année 2018. Donc un format tel que celui de la proximité, sur lequel on voit que nos clients ont besoin de cela, qui s'articule également avec le digital, parce qu'on peut y faire livrer des commandes, parce qu'on peut y préparer des commandes, sont également un élément d'avenir du commerce physique. Et donc, tous ces éléments, cette combinaison avec le digital est le lieu de l'avenir du commerce physique. Donc, Madame la Présidente, vous m'interrogez sur l'avenir du commerce physique, du commerce alimentaire. Il me serait difficile de vous tracer avec certitude dans un environnement traversé par autant de mutations quel est l'avenir du commerce physique, mais en tout cas, le groupe Carrefour aujourd'hui a la conviction que le commerce physique a effectivement un avenir, qu'il faut investir dans les formats qui ont de l'avenir pour le consommateur, même si, évidemment, tout ça impose d'être mobile, rapide, très prompt à s'adapter, car les grands concurrents que je citais tout à l'heure ont une capacité d'innovation technologique et une rapidité d'exécution qui est phénoménale et qui impose aux groupes, je dirais, plus traditionnels, et c'est vrai pour les groupes français, mais c'est vrai dans d'autres territoires, de s'adapter à des conditions de marché qui ont très profondément évolué. Voilà sur le premier temps et la première catégorie de questions sur lesquelles vous m'interrogez. Deuxième
catégorie de points que vous souhaitiez que j'aborde, c'est la législation propre aux relations industrie-commerce. D'abord peut-être une appréciation générale, même si je ne vous apprendrai peut-être pas grand-chose, et c'est un sujet qui est très connu, très balisé, et puis quelques éléments sur la situation d'actualité, la signature de la charte, les conclusions des États généraux de l'alimentation. Alors, cette législation très particulière, et à vrai dire très française, concerne les pratiques restrictives de concurrence, qui est le vocabulaire consacré, et en particulier ce qui constitue le socle des discussions permanentes des relations entre l'industrie et le commerce, c'est-à-dire, si je schématise absolument, l'interdiction de revente à perte et l'article L442-6 qui énonce un certain nombre de pratiques restrictives. Alors, je commencerai d'abord par dire que si on regarde la littérature sur le sujet, depuis un certain nombre de rapports, la commission Canivet en 2004, le rapport de Madame Hagelstein en 2008, les rapports parlementaires successifs sur l'ensemble de l'évolution des législations, un très récent du rapport du Club des juristes qui consacre quelques pages dans un document qui concerne plus largement l'évolution du droit de la concurrence. Il y a une forme de scepticisme sur le bien fondé de cette réglementation. Scepticisme d'abord de la part des économistes qui estiment que cette réglementation ex ante ne serait pas satisfaisante d'un strict point de vue de l'orthodoxie économique. L'un des rapports qui fait autorité en la matière, qui est un petit peu ancien, mais qui porte la signature de Jean Tirole, date de 2000, avec également le professeur Rest, un rapport du Conseil d'analyse économique qui concluait plutôt à l'abandon de cette législation. Un certain nombre de juristes, ou en tout cas en légistique, émettent un certain nombre de critiques sur cette législation. Il faut avoir en tête qu'elle a évolué 16 fois depuis 1992. Donc en 25 ans, c'est une législation qui s'est peu à peu sédimentée, qui comporte à l'article L442-6, sauf erreur de ma part, 25 pratiques différentes, 25 ou 26, dont certaines n'ont pas encore de contenu totalement affirmé parce qu'il n'y a pas eu de caractérisation de ce qu'elles recouvraient ou de la jurisprudence. Et pour dire la vérité, et vous le savez très bien, ces législations ont parfois répondu ou voulu répondre à des crises économiques d'un moment donné, à des circonstances politiques, les opérateurs étant les premiers à les demander, la grande distribution comme les fournisseurs. Et il y a un débat assez profond sur les limites de l'intervention publique en la matière et cette réglementation. Je relisais hier soir tant la conclusion de la première partie du rapport de la commission Canivet en 2004 que l'introduction de Marie-Dominique Hagelstein dans son rapport de 2008. Ces experts s'interrogeaient sur les limites de l'intervention publique en la matière. Le résultat, en tout cas, est une sédimentation de dispositions, une forme de kaléidoscope, c'est ce que dit le rapport du Club des juristes, un catalogue hétéroclite, c'est ce que disait Marie-Dominique Hagelstein, mais en tout cas, une interrogation sur la question de savoir s'il ne faut pas améliorer, à tout le moins techniquement, cette législation. Troisième aspect parfois de mise en doute de cette législation, c'est que souvent c'est pour apaiser les relations entre l'industrie et le commerce que ces dispositions ont été prises. Et là, si on se place sur longue période, il faut reconnaître qu'il est rare, on peut hésiter à affirmer nettement que les relations distributeurs-fournisseurs soient parfaitement apaisées grâce à cette législation. Les tensions demeurent, elles sont périodiques, elles varient en fonction de la conjoncture, elles varient en fonction des périodes, elles varient en fonction de l'évolution des prix, mais en tout cas, cette législation à elle seule, et j'allais dire, ça n'est pas anormal non plus, ne peut pas à elle seule apaiser les relations industrie-commerce. Alors, pourquoi, in fine, finalement, tous les acteurs, et c'est un peu un jeu à trois entre les distributeurs, les fournisseurs et l'État, pris au sens large, législateurs, gouvernement. Pourquoi cette législation subsiste en dépit des interrogations et des critiques? À mon sens, et là je dirais peut-être une opinion un peu personnelle, sinon pour Carrefour, à mon sens un peu pour deux raisons. D'une part parce que je crois qu'aujourd'hui les prix restent en France un sujet éminemment politique.
éminemment politique, peut-être à la différence d'autres pays qui ne connaissent pas ces législations-là, et que les relations industrie-commerce, dans ce contexte, restent un sujet éminemment politique, d'intervention des pouvoirs publics, et où la légitimité de l'intervention des pouvoirs publics, j'allais dire, ne se discute pas, y compris parce que les acteurs économiques eux-mêmes la souhaitent, en combattant chacun en fonction de ses intérêts, mais je crois que c'est le premier élément qui fait assez logiquement que cette législation demeure. La seconde raison, c'est aussi parce que si on peut discuter de l'efficacité ou du bien fondé de cette législation, comme d'ailleurs d'autres, c'est qu'au fond, depuis au moins l'ordonnance de 1986, il y a malgré tout, cela fixe un cadre, quelques certitudes, quelques habitudes pour les opérateurs économiques et une forme d'état juridique qui s'est sédimenté mais qui néanmoins leur donne un cadre relativement stable en dépit des évolutions que j'indiquais, et qu'après tout, ceux qui défendent sa disparition pure et simple ou son évolution extrêmement profonde, s'agissant de relations importantes, d'un secteur qui rythme la vie économique, qui a une importance particulière pour la vie économique, qui est très proche de nos concitoyens, évidemment, c'est une décision extrêmement difficile de dire que, comme c'était la première conclusion de la commission Canivet, où certains défendent, de dire purement et simplement, il faudrait basculer vers le droit commun de la concurrence et le droit de la consommation. Il va de soi que c'est une décision qui, en termes de politique publique, est difficile. Et c'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui demeure cette législation avec ses imperfections et ses atouts. Donc, aujourd'hui, j'allais dire, on est en pleine actualité, puisque, vous l'avez mentionné, est examiné en Conseil des ministres aujourd'hui le projet de loi qui sera déposé sur le bureau de l'une ou l'autre des deux assemblées. J'avoue que j'ignore sur quel bureau il sera déposé en premier. Les négociations actuelles se déroulent, je lisais, je crois, dans la presse de ce matin, que le climat était plus tendu que jamais. Alors, merci de le dire à ma place, on dit cela chaque année, je n'allais peut-être pas le dire moi-même, je crois que peut-être on dit cela chaque année, au sens où les relations industrie-commerce sont caractérisées par 10 mois d'apaisement et de relations normales, puisque ce sont des gens qui sont partenaires tous les ans, toute l'année, tous les mois, et puis 2 mois où c'est quand même assez tendu, entre la fin du mois de décembre et la fin du mois de février. Alors, ce qui est un peu particulier dans les commentaires aujourd'hui, c'est qu'on a l'air de dire, mais comme il y avait la charte, comme il y avait une évolution législative, les relations devraient être plus apaisées. Alors là, je me permets une réflexion un peu personnel, pas forcément au nom du groupe Carrefour, je crois un peu précisément le contraire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des interventions du législateur, des projets d'intervention, c'était le cas au moment de 2004-2005, ce qui a abouti à la loi dite du Trey-Jacob de mémoire, puis la LME. Au contraire, c'est plutôt un moment de tension, a fortiori quand le débat a lieu en pleine négociation commerciale. Et donc, s'étonner de ce que les opérateurs jouent leurs cartes, défendent leurs intérêts, communiquent, fassent appel au pouvoir public, non, je crois qu'il ne faut pas s'en étonner. C'est un peu logique, et c'est un peu logique que ça tende un peu plus les relations. Donc, j'allais dire, nécessairement, c'est un peu normal. Donc, il y a une part de jeu de rôle, il y a une part de posture, il y a une part de défense d'intérêt, et puis il y a une part de réalité, de négociation qui évidemment, vers la fin du mois de janvier, au moment où un projet de loi passe en Conseil des ministres, au moment où il y a les vœux du président de la République au monde agricole, ce qui, à la suite de EGA, est évidemment un moment clé. Évidemment, les tensions deviennent plus significatives, plus sensibles, et dans un contexte, c'est l'une des conclusions des EGA, et qui est certaine, dans un contexte où, s'agissant de la grande distribution, il y a des mutations, des marges qui se sont réduites, et bien évidemment, l'environnement compétitif et concurrentiel est difficile pour Carrefour, pour les autres, pour les industriels, etc. Donc, sans doute, les négociations sont difficiles, mais je voulais aussi revenir sur un élément que vous indiquiez. Les négociations qui ont lieu aujourd'hui concernent très essentiellement les produits transformés. C'est-à-dire que ce sont des négociations entre la grande distribution et les industriels. Ce qui concerne les produits bruts, les marques propres et les marques de distributeurs s'insèrent dans un autre cadre, ont lieu tout au long de l'année. Et un groupe comme Carrefour, mais c'est le cas de tous les groupes de distribution, a des relations directes avec les agriculteurs, des relations négociées. C'est ce que tout le monde connaît sous le nom de filière
Carrefour. Et en général, ça se déroule dans un contexte très différent et plus apaisé, puisque là, tout l'enjeu est de garantir un approvisionnement en produits bruts de qualité sur le long terme, etc., etc. Et là, il faut quand même dissocier les relations de la grande distribution avec les producteurs agricoles, j'allais dire directement, et les relations de la grande distribution avec des groupes transformateurs, dont lesquels, évidemment, le rapport de force, la nature des discussions, etc., est malgré tout un petit peu différent. Sur maintenant, malgré tout, j'y insiste, en tout cas je le dis une dernière fois, je crois, en dépit de la communication, de ce qui fait aujourd'hui les inquiétudes, je crois malgré tout pouvoir dire que indépendamment de la manière dont se déroulent les négociations commerciales aujourd'hui, je crois qu'il y a une conscience forte chez tous les distributeurs, là je ne vais pas parler essentiellement de Carrefour, et aussi chez tous les industriels, du fait que ce qui a nourri le débat des États généraux de l'alimentation, c'est-à-dire l'amélioration des revenus des agriculteurs et de trouver une solution pour mieux répartir la valeur, et je crois malgré tout une conviction commune et quelque chose qui est demeuré et qui demeure partagé aujourd'hui par l'ensemble de la filière de l'amont à l'aval. Alors aujourd'hui est présenté en Conseil des ministres un projet de loi dont l'ambition est qu'il intervienne et qu'il soit adopté, puis il y a des projets d'habilitation. Donc si le Parlement adopte le projet de loi du gouvernement et que ça demeure bien des habilitations, il y aura ensuite des ordonnances sur certains aspects. Il y a des éléments de calendrier, c'est que tout ça, dans l'idée du gouvernement, doit être mis en œuvre avant la prochaine période de négociation, donc avant l'automne 2018. Ce que je peux dire, j'allais dire, je pense que il m'est difficile d'évoquer un texte qui est délibéré en Conseil des ministres aujourd'hui et dont je n'ai pas la totalité des éléments, mais il va de soi que le groupe Carrefour sera peut-être auditionné par le rapporteur de l'une ou l'autre assemblée, etc. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que sur les 3 mesures phares, celles qui ont intéressé tout le monde depuis le début des EGA et qui ont quand même recueilli une harmonie modulo certaines peut-être adaptations, en tout cas certaines préférences de l'un ou l'autre des acteurs, c'est-à-dire l'inversion, ce qu'on qualifie d'inversion de la construction du prix, c'est-à-dire la prise en compte du prix de revient des agriculteurs dans la construction du prix. La deuxième chose, la modification du seuil de revente à perte avec l'affectation d'un coefficient qui devrait être de 1,10 et sur l'encadrement des promotions. Le groupe Carrefour, comme je crois la quasi-totalité des distributeurs, a, depuis le début des États généraux de l'alimentation jusqu'à aujourd'hui, soutenu la philosophie générale des États généraux de l'alimentation, les conclusions de l'atelier numéro 7 présidé par le premier président Kenny qui avait abouti à ces conclusions, et aujourd'hui, en l'état, en tout cas, ce qu'il y a dans le texte soumis au Conseil des ministres. Donc, en l'état, oui, des négociations qui sont difficiles, mais dont il est sans doute quand même un peu tôt pour tracer un bilan, puisqu'il reste un mois, pas le mois le plus facile, parce que c'est celui de la conclusion, mais il reste jusqu'à la fin du mois de février pour le faire, et un projet de texte qui, je crois, continue de rassembler une position relativement harmonieuse de l'ensemble du secteur. Dernier aspect, peut-être pour ne pas être trop long, quelques mots sur les centres-villes et le commerce de proximité. D'abord, d'une parenthèse, pour dire qu'il se trouve, coïncidence de date, je l'évoquais, qu'il y a au Sénat cet après-midi même une table ronde qui réunit toutes les enseignes sur ce sujet. Donc je vais dire quelques mots, mais il y aura un représentant de Carrefour et un représentant des autres enseignes cet après-midi. Ce que je peux dire, s'agissant de Carrefour, c'est que le commerce de proximité est un élément essentiel du plan de transformation et donc du développement de Carrefour tel qu'il est envisagé aujourd'hui par l'enseigne. D'abord parce que le maillage de Carrefour, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la combinaison du physique et du digital, si vous voulez donner un service de plus grande qualité à votre client pour qu'il puisse
partout pouvoir avoir accès à vos produits le plus rapidement possible, quelle que soit la nature de vos produits. Le maillage territorial pour un distributeur reste absolument essentiel. Revisiter, comme je le disais tout à l'heure, on fera peut-être d'autres choses en magasin, ce sera peut-être des lieux de préparation, des lieux où les gens viendront, ce sera un petit peu différent, mais ce maillage territorial demeure très important. Aujourd'hui, en France, un client peut trouver un magasin Carrefour en moyenne à moins de 8 minutes de chez lui. Donc le maillage territorial des 4200 magasins de proximité Carrefour auxquels il faut ajouter les hypermarchés demeure un réseau absolument essentiel. Nous avons énoncé la création sur les 5 prochaines années de 2000 magasins de proximité et 200 dès 2018. Pourquoi ? Parce que tout ça sera développé avec de la livraison à domicile, du click and collect et d'autres services que nous souhaitons le mieux possible, et ça n'est pas un exercice nécessairement simple, mais mettre à la disposition de nos clients. Alors, il va de soi, et c'est un débat pour les territoires absolument essentiel, que les centres-villes, il y a un grand article dans les Échos à la suite d'une étude qui date de ce matin, que les centres-villes connaissent des difficultés économiques, mais aujourd'hui, le sentiment que nous avons, c'est qu'après beaucoup d'années où le débat était entre les grandes surfaces de périphérie et les grandes enseignes à l'extérieur des villes versus le commerce de proximité, et que c'est cet élément-là qui a cristallisé, je dirais, 30 ou 40 ans de débat sur la manière dont on devait protéger les centres-villes. Il semble aujourd'hui que ce ne soit pas le facteur déterminant dans la désertification, ou en tout cas l'inquiétude qu'on peut avoir sur certains d'entre-villes, et que probablement que des difficultés économiques, sociales, locales, d'emploi, très diverses selon les territoires, qui ne sont pas toutes liées aux grandes et moyennes surfaces ou à l'urbanisme commercial, mais parce que le e-commerce, les habitudes de consommation évoluent, la démographie évolue, la question de la taille des emplacements, de l'accessibilité, d'avoir des parkings, tous ces éléments-là sont des composantes à articuler, bien sûr, avec l'équilibre entre le commerce à la périphérie et le commerce de centre-ville, mais probablement que les déterminants du débat, qui étaient très focalisés sur la rivalité entre périphérie et centre-ville, ont un petit peu évolué sur la période récente, et j'ai l'impression que c'est autour de ces éléments-là que le débat à venir va se cristalliser. Pardon, j'ai été un peu long, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour ce propos liminaire complet, en tout cas qui va susciter, je le sais déjà, beaucoup de questions, puisque la liste des intervenants s'allonge. Donc, et je vois encore des mains se lever. Donc, premier intervenant, Martial Bourquin. Donc, comme vous êtes nombreux à intervenir, je remets en place la règle des 2 minutes. Et 5 minutes. Non, 2 minutes. Oui. Surtout que vous avez beaucoup dans la salle de rapporteurs de la loi LME, de la loi Galland, Dutreil en son temps. Enfin bon, vous avez... non, c'est pas effrayant. C'est que vous avez voilà, beaucoup de compétences. Martial et ensuite Monsieur Decolle. Monsieur le secrétaire général, merci de vos précisions. Simplement, j'en demanderai plus de précisions. Il y a beaucoup de suppressions d'emplois. On nous a dit 2400. Vous avez réalisé environ 1 milliard de profits cette année. Mais combien de suppressions réelles d'emplois? On nous a parlé de 2400, je vous le disais. Les syndicats que nous avons reçus de votre groupe nous disent 13 000, 15 000, avec des pertes de statut, parce que des commerces vont être franchisés, c'est-à-dire ils vont devenir indépendants, et il pourrait y avoir des... Est-ce que vous pouvez être plus explicite sur le plan social qui se prépare? On partage complètement l'idée qu'il faut prendre le virage du numérique, du e-commerce. On ne peut pas laisser Amazon, Blablacar sur ce terrain. Mais pourquoi l'accompagner d'une telle saignée en emploi? Est-ce qu'il y aura des pertes de surface et dans des territoires, et quel impact sur les territoires? Parce qu'il y a certes les métropoles, mais quels impacts sur les territoires? Est-ce que le virage que vous nous proposez n'aurait pas pu se faire avec un grand plan de formation, avec des départs anticipés de personnes qui sont pas loin de la retraite et qui auraient pu bénéficier d'un départ anticipé, parce que
aujourd'hui, la question du chômage est une grave question qui interroge l'ensemble de notre société. Est-ce que le social et l'économique ne doivent pas aller de pair? Ils ne sont pas indissociables. Et, Monsieur le Secrétaire général, pouvez-vous encore modifier les choses concernant ce plan de départ assez impressionnant? C'est assez rare qu'un grand groupe nous propose autant de suppressions d'emplois, surtout quand il est au beau fixe comme vous l'êtes aujourd'hui, même s'il y a des changements à opérer. Merci beaucoup, Martial. La parole est à Jean-Pierre Decolle et ensuite Henri Cabanel. Monsieur le Secrétaire général, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, le groupe Carrefour a mis en avant son rapprochement avec le monde agricole. Au-delà de l'opération de communication sur la transition alimentaire, comment se traduira concrètement la prise en compte de la crise du secteur et de la nécessité d'acheter les produits à un prix digne et rémunérateur? Deuxième petite question, vous y avez déjà partiellement répondu. Le plan Carrefour 2022 ne marque-t-il pas la crise du modèle des super et hypermarchés? Carrefour devra-t-il, et vous y avez partiellement répondu, repenser ses implantations et son organisation? Très bien, merci. La parole est à Henri Cabanel, puis à Viviane Artigalas. Merci Madame la Présidente. Monsieur, vous venez de nous parler de 3 mutations profondes. Effectivement, ces 3 mutations ne sont pas nouvelles. Apparemment, vous les découvrez, mais le e-commerce, etc., tout ce que vous avez cité, c'est quand même, ça date pas d'hier. Comme vient de le dire mon collègue Martial Bourquin, nous avons reçu les syndicats de votre groupe, qui sont très étonnés de la stratégie que vous êtes en train de mener, puisqu'ils n'étaient absolument pas au courant. Et qu'ils ont apparemment appris le plan social par la presse. Votre groupe, depuis les 7 dernières années, ne s'est-il pas trompé fondamentalement de stratégie? Vos prédécesseurs ont souhaité se séparer de certains magasins d'IA qui perdaient de l'argent. Quelques années plus tard, ils les ont rachetés. Votre groupe les a rachetés. Vous voulez vous en séparer. En 7 ans de temps, c'est quand même, me semble-t-il, une stratégie qui est passée du coq à l'âne. Je ne comprends pas. Et moi aussi, j'aimerais avoir quelques précisions sur le plan social. Il est indiqué donc 2400 suppressions au niveau de la direction, qui en compte 10 000, donc ça fait un pourcentage relativement important. 2400 aussi par rapport donc à la vente de ces magasins, ou 2100. Et quid donc de la stratégie où vous voulez vous reconcentrer sur l'alimentation, donc diminuer les surfaces commerciales qui ne correspondent pas à l'alimentation? Quid de tout ce personnel qui est dans votre groupe? Qu'adviendra-t-il? On ne connaît pas les chiffres. Et ensuite, donc, rapidement sur l'actualité, vous êtes compatissant vis-à-vis de la détresse des agriculteurs, c'est bien. Mais là aussi, concrètement, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous pouvez nous dire que, oui, vous allez partager la valeur avec les agriculteurs et oui, vous allez leur acheter un petit peu plus cher? Merci beaucoup Henri. La parole est à Viviane Artigalas, puis à Michel Gréaume. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général. Moi j'ai 2 questions sur votre plan de transformation, 2 questions différentes mais auxquelles je souhaiterais avoir des réponses. Le 23 janvier, le groupe a annoncé un partenariat avec la Poste pour la livraison des courses à domicile dans la perspective d'une extension du système Carrefour Livraison Expert que vous avez lancé en 2016 à Paris et dans sa petite couronne. Or, ce partenariat annoncé il y a une semaine ne concerne que 15 grandes villes de France d'ici fin 2018. Ce type d'offre pourrait pourtant être particulièrement intéressant dans les zones rurales, auprès de populations ayant des difficultés à se déplacer. Envisagez-vous donc d'étendre ce système aux villes moyennes et aux zones rurales et selon quel calendrier? La deuxième question, c'est sur le développement de votre offre sur Internet. Ces dernières années, votre groupe a empilé des acquisitions de sites Internet sans avoir une vision d'ensemble de ce que souhaitent réellement les clients.
D'autres enseignes françaises ont avancé plus rapidement dans ce domaine, et notamment sur le format du drive. Comment expliquez-vous ce retard et quel plan stratégique allez-vous mettre en œuvre pour le combler? Je vous remercie. Merci, chère Viviane, de la concision, de la précision. La parole est à Michel Gérôme, puis Elisabeth Lamure. Merci, Madame la Présidente. Cependant, il y aura sûrement des questions qui vont se répéter, forcément. Alors, moi, les questions que j'ai à poser, quelle est la réalité du plan de suppression d'emplois prévu en France? En effet, nous avons beaucoup entendu parler des 2400 suppressions de postes au sein du groupe, mais ce n'est pas tout. Les réseaux des magasins DIA représentent 1400 emplois. 1000 postes seront en jeu dans les stations-service et les pôles administratifs magasins. 800 dans les hypermarchés qui passeraient peut-être en location-gérance. Des centaines d'autres en raison de l'automatisation et de la numérisation, les caisses, logistique, préparation de commandes. Tout additionné, nous sommes plus près du chiffre de 5000 suppressions de postes. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Quelles sont les justifications économiques et financières légitimes de ce plan? Il est en effet difficile de comprendre et d'accepter l'argument des difficultés financières du groupe, d'un endettement excessif. Carrefour a réalisé au niveau mondial près d'1 milliard de bénéfices l'an passé, distribué 400 millions de dividendes aux actionnaires. Il y a une réserve de 8,5 milliards d'euros de bénéfices accumulés. Le taux de marge est de 23,5% en légère progression depuis 5 ans. Le groupe n'a-t-il pas les moyens de faire face à ces difficultés, d'investir sans faire payer le prix aux salariés? La masse salariale ne représente que 11% du chiffre d'affaires et reste inchangée depuis 7 ans. En revanche, 40 à 50% des bénéfices sont reversés chaque année aux actionnaires. Et enfin, Carrefour se sépare de son réseau de 273 magasins de proximité, les ex-DIA, qualifiés de foyers de perte massive, 150 millions en 2017. Cela paraît pourtant peu au regard du milliard de bénéfices ou presque. N'est-ce pas aussi contradictoire avec l'ouverture de 2000 magasins de proximité et combien sur le territoire national? Merci. Merci beaucoup. La parole est donc à Elisabeth Lamure, puis à Michel Raison. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, à l'annonce de votre plan de transformation, cela a fait dire que c'était la fin d'un modèle. Alors à titre personnel, je n'en suis pas fâchée, parce que je pense que ce modèle a eu sans doute plus d'inconvénients que d'avantages. Je voudrais savoir, dans la mutation contrainte finalement que vous envisagez, comment est-ce que vous comptez adapter vos personnels autrement que par des licenciements? Vous aurez besoin de nouveaux métiers sans doute, de monter en compétences, que ce soit dans les hypermarchés ou dans les commerces plus de centre-ville. Est-ce que vous comptez former des personnels ou recruter à l'extérieur? Et puis j'ai une deuxième question concernant l'export. Vous êtes présent donc dans une trentaine de pays. Est-ce que vous avez l'intention de vous développer à l'export? Et si c'est le cas, sous quelle forme? Est-ce que c'est à nouveau en implantant des hypermarchés ou est-ce qu'au contraire, vous comptez développer ce que vous allez faire en France avec de plus petits commerces? Merci. Merci Elisabeth. La parole est à Michel Raison, ensuite à Laurent Duplomb. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, 3 questions. La première concernant les produits haut de gamme, de qualité, de bio. On mélange d'ailleurs le bio, la qualité, tout ça. Et au risque, tellement on en fait, de salir la qualité de tous les autres produits qui sont aussi de qualité. Pas parce qu'on n'est pas en appellation, pas parce qu'on n'est pas en bio qu'on n'est pas de qualité. Ça, c'est ma première question concernant ces produits-là. Et la deuxième, quel est le pourcentage du chiffre d'affaires des produits d'appellation, en label et en bio par rapport au reste? Et souvent, y compris les filières de proximité, ça vous sert d'image, de vitrine pour donner une belle image aux distributeurs. Mais il ne faut pas oublier tous les autres producteurs qui fournissent des produits de qualité et de masse. Deuxième question, très précise. On aime beaucoup vos Carrefour Contact, vos Carrefour Market, je vous l'ai dit tout à l'heure, et un certain nombre sont franchisés. Et ces franchisés, le témoignage dont je dispose, c'est qu'ils trouvent que vous leur vendez un peu cher les produits. Alors, je sais que c'est pas, je sais que vous avez des résultats
difficile parfois, même malgré ce qu'on vient d'entendre, et on souhaiterait que ces petits commerces franchisés puissent dégager un peu plus de marge si vous leur fournissiez des produits à un prix à peine plus correct. La législation. Tout à l'heure, on a eu une aparté avant de démarrer la réunion. Vous avez dit qu'on était presque d'accord, mais à vous écouter, j'y suis un peu moins maintenant. Parce que vous m'avez dit que, et je suis d'accord avec vous là-dessus, qu'il ne faudrait pas que la législation change trop souvent. C'est là-dessus qu'on était d'accord. Mais quand je vous ai entendu, vous avez plutôt dit que vous ne vouliez pas de législation. Ce qui n'est quand même pas la même chose. Enfin, j'ai un peu compris ça. Donc, moi, je souhaiterais qu'en effet, la législation ne change pas trop souvent. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la DGCCRF est insuffisamment équipée pour la faire appliquer, et que chaque fois qu'on change la réglementation, et j'y ai participé un certain nombre de fois, eh bien, avant même que la loi soit votée, vos intelligents, et au sens propre du terme, des centrales d'achat ont déjà trouvé la solution pour contourner la loi. Donc, moins la loi changera, moins vous pourrez la contourner. Je préférerais qu'on mette des moyens à la DGCCRF pour la faire respecter. Merci. Merci Michel. La parole est donc à Laurent Duplon, ensuite à Fabien Gay. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, je vais rebondir sur les propos de Michel Raison. Pour reprendre un mot, vous avez parlé, alors c'est pas vous qui le dites, c'est soi-disant les experts économiques, concernant le scepticisme sur la législation. Et je voudrais juste reprendre un peu le fil de l'histoire. Si la législation est intervenue, c'est parce que vos pratiques, et la pratique en règle générale de la grande distribution, n'étaient pas spécialement correctes. Si la législation a été obligée de faire, ou si le législateur a été obligé de mettre des règles, c'est parce que la façon dont vous avez traité vos fournisseurs n'était pas toujours respectueuse. J'en prends certains points. Quand il a été interdit les marges avant, c'est parce qu'à un moment donné, le fournisseur arrivait à construire les places de parking, les agrandissements de magasins, les marges arrière ont été faites après pour régler ce problème-là, mais à chaque fois, dans les marges arrière, les fournisseurs payent la promotion, les hôtesses en tête de gondole et le nombre de palettes gratuites et ainsi de suite. Donc si le législateur s'est senti obligé de le faire, c'est parce que les pratiques étaient particulières. Je ne pense pas que le législateur soit arrivé à régler véritablement la totalité de ces pratiques. J'en prends pour exemple la capacité que vous avez aujourd'hui sur les négociations. Aujourd'hui, il faut le savoir, les négociations sont, à mon sens, totalement irrespectueuses du fournisseur. Vous recevez les gens en randonnion, vous les faites patienter pendant des heures avant de les recevoir, vous les compressez sur la totalité des prix, et vous les déclassez lorsque ces fournisseurs ne sont pas suffisamment corrects à votre égard sur les prix, en leur disant « vos produits, nous ne les vendrons plus dans chacun de nos magasins ». À la grosse différence, c'est que depuis 2014, nous sommes passés de 7 centrales d'achat à 4. Vous, Carrefour, vous êtes associé à Provera, ce qui fait que vous avez aujourd'hui 24,8% de la totalité des ventes. Casino, c'est associé avec Intermarché, ce qui fait 25,9%, Super U avec Auchan 21,4%, et Leclerc, qui était seul et qui restait seul, avec 20,3%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans vos négociations, c'est le pot de terre contre le pot de fer. 4 centrales d'achat qui correspondent à presque la totalité, 92,2% des ventes sur le territoire national, qui concentrent l'achat de tous ceux qui sont capables de le vendre. Donc aujourd'hui, je pense que c'est totalement disproportionné. Alors mes deux questions, elles sont simples. Est-ce qu'enfin, après avoir signé la charte qui normalement, puisque quand on signe une charte, la moindre des choses c'est de la respecter, aurait dû permettre d'avoir des négociations commerciales pour le début de l'année 2018 plus saines, et on voit très bien qu'elles ne le sont pas. Merci. Les pratiques anciennes reviennent au galop. Comment vous allez faire pour améliorer cela? Et ma deuxième question, aussi très simple, c'est quand vous parlez de remettre beaucoup d'investissements dans les magasins, j'espère que vous allez me répondre plutôt positivement pour me dire que ce n'est pas les fournisseurs qui les paieront. Merci Laurent. Un petit peu dépassé. La parole est à Fabien Gay et ensuite à Dominique Estrosi. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Secrétaire Général. On se souvient tous, sous le précédent quinquennat, de l'offensive du MEDEF, qui, avec un badge jaune, nous promettait 1 million d'emplois si il y avait des baisses de cotisations sociales. Donc François Hollande,
qui allait s'attaquer à la finance, a créé le CICE, puis le pacte de responsabilité. CICE qui était fait pour l'emploi, mais sans garantie. Votre groupe, en 2014, a touché 110 millions d'euros sur le CICE. Puis aussi en 2015, 2016, 2017, mais ni Bercy ni vous, enfin la direction, n'avez souhaité communiquer sur les chiffres. Un seul est sorti dans la presse ces derniers jours. Vous auriez touché, enfin votre groupe, 134 millions d'euros, mais ce chiffre donné par la CGT que votre direction n'a pas démenti. Je voudrais savoir, monsieur le secrétaire général, si on peut savoir, pour l'exercice 2014, 2015, 2016, 2017, combien d'emplois ont été créés avec le CICE. Ma deuxième question, c'est si cet argent public qui était donné pour l'emploi n'a pas été utilisé pour toute la création d'emplois, à quoi a-t-il servi? Je n'ose imaginer évidemment qu'il a servi à augmenter les marges ou pour les dividendes des actionnaires, mais peut-être soit pour rémunérer plus justement les producteurs, soit évidemment pour les consommateurs et les consommatrices, baisser les prix et augmenter leur pouvoir d'achat. Et enfin, ma dernière question, c'est 2018. Est-ce que vous allez toucher le CICE et comprenez-vous, monsieur le secrétaire général, que la suppression d'emplois, 2400, peut-être plus, mais beaucoup de questions ont été posées, on vous laissera y répondre, soulève un peu l'indignation dans l'opinion publique et beaucoup de colère chez les salariés qui, y compris, l'ont appris eux-mêmes par un communiqué. Voilà, je vous remercie. Merci Fabien. La parole est à Dominique Estrosi et ensuite à Madame Evelyne Renaud-Garabedian. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général. Alors, je vais certainement être un petit peu redondante par rapport à mes collègues sur le plan social qui est aujourd'hui annoncé et en vue. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quels sont les coûts du personnel chez Carrefour France dans les charges totales qui sont les vôtres? Sur la suppression des magasins Dia, dont on dit qu'ils vont être supprimés aussi parce qu'ils sont souvent très mal situés. Les syndicats et les salariés sont à juste titre inquiets. Moi, je l'ai vu dans mon département, dans les Alpes-Maritimes. Quand le dialogue social commencera avec eux, si bien sûr ces magasins Dia sont amenés à fermer et qu'il n'y a pas de repreneur, et est-ce que vous envisagez des possibilités de mutation interne et des passerelles entre les différentes entités de votre groupe? Je voulais revenir également sur le partenariat que vous aviez annoncé avec la Poste. Je trouve que c'est très intéressant, mais est-ce que la Poste a véritablement la possibilité de partager votre ambition pour concurrencer les livraisons d'Amazon? Et enfin, sur le repositionnement numérique de votre groupe, est-ce que vous envisagez déjà de remettre un petit peu de l'ordre dans vos enseignes numériques existantes? Je pense à la rue du Commerce, au Shop, Carrefour.com, avant, bien évidemment, de passer à une autre étape au niveau d'une alliance potentielle dans le numérique. Merci. Merci Dominique. La parole est à Madame Evelyne Renaud-Garabedian et ensuite à Roland Courteau. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur, merci d'avoir accepté aujourd'hui notre invitation. Je l'ai ouvert. Oui, merci. Vous m'entendez mieux? Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Moi, mes questions, elles porteront sur l'activité bancaire de Carrefour. La filiale de Carrefour qui s'occupe de cette activité aujourd'hui est une véritable banque, une banque à part entière. Ce que j'aimerais bien voir avec vous, c'est que cette filiale aujourd'hui gère des comptes courants de particuliers. Carrefour Banque et Assurance a choisi aujourd'hui d'avoir son activité dans le numérique. Elle a également lancé une offre de 100% digital sur le produit Sésame, très attractif au point de vue tarif, très concurrentiel sur la concurrence internationale. Et cela s'ajoute à l'activité bancaire déjà existante de Carrefour, puisque vous faites du crédit à la consommation, des cartes de crédit, de l'assurance vie. Donc votre activité bancaire s'est considérablement accrue. Ainsi, Carrefour Banque et Assurance a fait son choix de cette activité bancaire. Je voudrais savoir d'abord comment s'est comporté ce secteur d'activité en 2017. Et je voudrais également savoir s'il s'agit là d'une transformation progressive de l'activité de Carrefour en changeant d'identité, puisque vos actionnaires sont en grande majorité des banquiers, et comment cela s'inscrit
dans votre activité et dans la stratégie du groupe Carrefour. Merci. Merci beaucoup, Evelyne. La parole est à Roland Courteau et ensuite Anne-Catherine Loisier. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Secrétaire Général, au-delà du fait que les organisations syndicales n'aient pas été informées du plan de suppression d'emplois, ce qui semble d'ailleurs poser problème au niveau du dialogue social, une remarque, une interrogation. Au moins un de vos concurrents en France a décidé lui aussi de relever le défi lancé par Alibaba, Amazon, ainsi que les défis que vous avez énumérés. Lui aussi, le concurrent, comme vous, a réalisé des bénéfices importants. Il a également des projets très innovants. Il y aura chez ce concurrent des mutations de métier aussi. Mais lui a annoncé vouloir créer des emplois et non en supprimer. Alors comment expliquez-vous que Carrefour envisage des suppressions d'emplois, 2400, 5000, on ne sait pas, alors que d'autres, soumis aux mêmes défis, aux mêmes mutations, vont en créer? Et puis dernière question, quelle est votre vision sociale au-delà de 2018 pour Carrefour? Merci Roland. La parole est à Anne-Catherine. Non, mais ma question vient juste d'être posée. D'accord, très bien. Alors parfait, on gagne une question. Donc je ne vois pas d'autres demandes d'intervention. Je terminerai juste par une question personnelle, Monsieur le Secrétaire Général. L'organisation de Carrefour est une organisation jusqu'à présent, et sauf erreur de ma part, extrêmement centralisée. Et la puissance de la centrale d'achat, du siège social, de choix des gammes, est une organisation qui, à ma connaissance en tout cas, ou alors j'en ai une image un peu dépassée, est extrêmement centralisée. L'arrivée des négociations avec le monde de l'agriculture, avec des produits locaux, n'amène-t-elle pas une certaine liberté retrouvée des magasins et une nouvelle prise de pouvoir des magasins par rapport au pouvoir centralisé parisien? Je vous pose cette question qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle peut trouver son pendant également dans l'organisation de nos territoires, entre les communes et l'État. Et donc, cette image du commerce m'intéresse particulièrement. D'accord. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre un peu par bloc à certaines questions. Il va de soi que si je mets quelque chose, n'hésitez pas. Enfin, il va de soi que je ferai en sorte d'apporter dans la mesure du possible les précisions. Je vais peut-être commencer par le bloc social, qui est peut-être celui qui a le plus suscité de questions, tant sur le nombre exact qui est en cause, que sur la manière dont ça s'est déroulé ou dont ça va se dérouler. D'abord, en termes de nombre, le plan que vous indiquez sur les 2400 personnes est un plan qui concerne exclusivement le siège de Carrefour. Carrefour est un groupe qui compte aujourd'hui plus de 100 000 personnes en France, traditionnellement appelé le premier employeur privé. Et parmi les groupes comparables, les frais de siège et le fonctionnement du siège, en termes de complexité, de lourdeur et d'organisation, est arrivé à un point, compte tenu des éléments que j'indiquais, qui est difficilement soutenable. Je ne vais pas dire que c'est un choix facile, mais effectivement, le plan de 2400 concerne le siège et est exclusivement un plan de départ volontaire. Il n'y aura aucun départ contraint. Cela a été dit aux organisations syndicales et je ne peux pas totalement laisser dire que les organisations syndicales ont découvert cela lors de l'annonce du plan. Elles ont été reçues par le président de Carrefour comme par son directeur des ressources humaines. Les éléments de diagnostic faits par le nouveau président de Carrefour et la direction ont été donnés aux syndicats. Que le détail exact des mesures envisagées, et alors qu'un dialogue social s'instaure maintenant et qu'il y a une négociation sociale qui s'instaure maintenant, tient également un autre élément qui est à peu près réconciliable et qui, je crois, si vous voyez d'autres sociétés du même type, est assez constant, c'est que ce type d'information pour une société cotée, vous ne pouvez pas le dire avant que tout le marché en ait connaissance. Donc, les syndicats ont été reçus, le diagnostic leur a été donné, le fait que certains choix allaient être faits, il n'y a eu aucun mystère sur le fait.
Le montant exact et la manière dont ça allait être déterminé sur le siège, etc., a été donné il y a une semaine, mais j'allais dire à tout le monde en même temps sur la quotité exacte. En revanche, le fait qu'il n'y ait pas eu d'information du tout avant, je crois que c'est inexact. Donc 2400 personnes sur le siège avec un plan de départ purement volontaire et aucun départ contraint. C'est le premier aspect de l'annonce qui a été faite. Le second aspect concerne effectivement les magasins d'IA. Je ne sais plus qui mentionnait qu'il y avait une erreur stratégique sur les magasins d'IA. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est quelque chose où Carrefour a beaucoup investi ces 3 dernières années. C'est en centaines de millions d'euros sur ces magasins. C'est-à-dire que c'est pas comme si Carrefour n'avait rien fait sur ces magasins-là pendant les années qui viennent de s'écouler et d'un coup, par caprice ou par changement de pied radical parce qu'une nouvelle direction arrive, on décidait d'abandonner. C'est pas du tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que les magasins d'IA, qui, comme vous l'avez souligné, ont une sorte d'historique vis-à-vis du groupe Carrefour, ont été repris. Et Carrefour, stratégiquement, a mal opéré ces magasins parce qu'il a fait des formats qui n'étaient pas adaptés aux zones de chalandise et en investissant beaucoup sur ces dernières années. Aujourd'hui, la décision est prise de montrer qu'on ne sait pas faire ces magasins. Carrefour, je le dis vraiment, voilà, renonce à les faire. Ce qui appelle 2 choses. Effectivement, il y a 2100 personnes qui sont en cause dans ces magasins. La priorité sera de trouver des repreneurs. La priorité sera de trouver des repreneurs. Et en ce moment même, un travail est fait pour trouver des repreneurs. Effectivement, je crois que ça a été dit par l'un d'entre vous, 273 magasins en cause. Et par ailleurs, seront privilégiées des solutions de reclassement individualisées pour l'ensemble de ces salariés, dès lors que, compte tenu du maillage territorial qu'a Carrefour, on privilégiera d'essayer de trouver des solutions de reclassement pour l'ensemble de ces salariés. Voilà pour les 2 éléments principaux. Et pour finir là-dessus, parce que c'est une question qu'ont posé les syndicats, que la presse a pu poser, c'est en gros, est-ce qu'il y a un plan caché? Est-ce qu'il y a autre chose qui va derrière, etc. Ce qui a été annoncé par le plan, je me borne à répéter ce qui a été dit par le président de Carrefour lui-même dans d'autres enceintes, c'est qu'il n'y a pas d'autres éléments à suivre que les 2 autres que je viens d'indiquer. Les fermetures des magasins d'IA. La franchisation de certains magasins. 5 hypermarchés. 5 hypermarchés. Qui seraient tenus par des indépendants. 5 hypermarchés qui vont être mis en location-gérance. 5 hypermarchés. Aucun hypermarché fermé. La première question qui a été posée au président de Carrefour au moment où il a annoncé son plan, c'est de dire, effectivement, les magasins physiques, ça ne marche plus et on comprend que vous fermiez les magasins d'IA, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous ne fermiez pas des hypermarchés parce qu'il y en a beaucoup qui perdent de l'argent. C'est la première question qui lui a été posée. Et la réponse qui a été faite, c'est sur 200, j'ai un doute, 250 en gros hypermarchés, 240 hypermarchés, j'ai un petit doute, mais en tout cas c'est cet ordre de grandeur. Aucun hypermarché sera fermé et 5 passés en location-gérance. Et la perte de statut pour les salariés ? Le passage en location-gérance fait que, effectivement, le statut va probablement être modifié. Il nous disait que ça pouvait représenter 2 000 € par an, à peu près. Je n'ai pas ça forcément en tête, mais en tout cas, mesurer que sur le parc d'hypermarchés, par rapport à ce qui était, y compris annoncé par les syndicats, ou en tout cas diffusé dans la presse, etc., et les craintes qu'ils pouvaient avoir, c'est une annonce de mise en location-gérance par rapport au parc total de magasins qui est de 4500 sur la France, quelque chose qui est mesuré. Je crois pouvoir l'indiquer. Et l'impact sur la diminution des surfaces commerciales? Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'impact sur... Je voudrais dire également, pour répondre à une question, ou en tout cas indiquer... Carrefour, annuellement, recrute en France entre 25 000 et 30 000 personnes et 10 000 CDI par an. C'est-à-dire que dans les mouvements, il y a des gens qui quittent Carrefour, il y a des gens qui reviennent chez Carrefour. Cette année, comme l'année dernière, comme toutes ces années, le mouvement de recrutement compte tenu des départs, parce que des gens quittent Carrefour également, c'est 25 à 30 000 contrats qui sont créés et 10 000 CDI par an. S'agissant des réductions de surface, en l'état, il n'y a pas de réduction d'effectifs qui y soit associée. Voilà. Sur le volet
je regarde juste s'il y avait des éléments autres, mais en tout cas, voilà ce que je pouvais indiquer. Sur la formation, oui, il y aura des programmes de formation qui seront prévus. Et là aussi, il y a souvent une question qui est adressée à la grande distribution sur l'automatisation, a fortiori lorsque Amazon, vous l'avez peut-être vu récemment, annonce que, en gros, le magasin, il n'y aura plus personne dans les magasins et que désormais, vous rentrez avec votre téléphone et vous sortez, enfin, vous identifiez et vous sortez, en gros, il n'y a plus personne dans les magasins. Je crois là aussi, alors je ne peux pas prédire l'avenir de la grande distribution à raison, mais il nous paraît là aussi, en termes de conviction qu'a le groupe Carrefour, c'est que là aussi, le consommateur, il veut les deux. C'est-à-dire que dans un supermarché, dans un hypermarché, etc., se développent bien entendu les caisses automatiques, en particulier si vous avez assez peu de courses, etc. Enfin, tout le monde sait ça. Mais il voudra aussi en permanence du service, des personnes auxquelles il peut parler, etc. Donc, je crois que ça, c'est un mouvement qui est caractérisé en disant il y aura de l'automatisation, c'est terminé. Je crois qu'honnêtement, ce n'est pas la réalité ni du métier, ni surtout la réalité de ce que veulent les clients. Mais en tout cas, ça appellera nécessairement des formations de nos collaborateurs, dès lors que probablement leur rôle en magasin, compte tenu de ce qu'attendent les clients et des services qu'ils attendent, ne sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, parce qu'ils sont habitués à une qualité de service qui a très profondément évolué. Ensuite, vous m'avez interrogé sur le e-commerce, la livraison à domicile, ce qu'on faisait avec la Poste, si ça pouvait être développé dans d'autres territoires que les villes dans lesquelles ça avait été annoncé, est-ce que ce partenariat allait se développer ? Est lié aussi aux services Internet qu'on donne, nos sites Internet. Donc peut-être un bloc e-commerce, Madame la Présidente, si vous êtes d'accord, je perdrai peut-être certains éléments, mais en tout cas, prenons un bloc e-commerce. S'agissant du partenariat avec la Poste, du développement, il est lié là aussi à l'attente des clients, c'est-à-dire ils souhaitent être livrer à domicile, venir chercher des commandes en magasin. Et pour cela, il faut trouver des partenaires parce que c'est aussi l'un des éléments du plan de transformation que nous avons fait. Contrairement à ce qui était très permanent chez Carrefour, Carrefour doit un peu renoncer à tout faire tout seul. Carrefour avait une habitude historique, une identité, c'était tout sous le même toit, je pouvais tout vendre, je savais tout faire, j'apportais tous les services aux clients. On va continuer à apporter beaucoup de services, le maximum possible, mais il y a des choses sur lesquelles probablement on n'est pas en état d'apporter le meilleur service, d'où le type de partenariat avec la Poste. Vous avez cité qu'on commençait par un certain nombre de villes. Si on peut l'étendre et que ça fonctionne et que ça marche, il va de soi qu'on le fera le plus vite possible et au rythme pour soutenir ce qu'entendent faire nos concurrents. S'agissant de nos sites Internet et de leur efficacité ou de leur qualité, nous avons aujourd'hui 14 sites Internet et 8 applications. J'espère ne pas commettre de confusion et que ce n'est pas l'inverse. L'ambition de Carrefour cette année est d'arriver à créer un univers qui soit carrefour.fr, un seul site marchand, sur lequel, autour de Carrefour, les clients peuvent se retrouver à la fois sur le site Internet et sur les magasins. Ça veut dire que tout ce qui est distribution généraliste, ce sera bien sur la marque Carrefour. Je crois que vous m'interrogiez sur rue du commerce et sur d'autres aspects. Probablement que sur certaines, ce qu'on appelle verticales ou sur certains éléments spécialisés, ces marques-là seront conservées, en tout cas dans un premier temps. Mais en tout cas, l'idée est quand même de travailler sur la marque Carrefour prioritairement et de simplifier à la fois nos sites et le service qu'on apporte. Ensuite, je crois qu'il y a un bloc autour des produits, des EGA, des comportements de la grande distribution pendant les négociations et en tout cas du lien avec la législation. Alors, je vais peut-être dissiper un doute d'abord, soit je me suis mal exprimé, soit dans l'appréciation que j'ai portée sur la législation.
Je n'ai pas dit qu'il fallait la supprimer, c'est certainement pas ça. J'ai dit en revanche qu'il y avait, dans beaucoup d'études qui sortaient, c'était une interrogation permanente. Et je ne soutenais pas, et je crois d'ailleurs qu'aucun distributeur ou aucun fournisseur, en dépit du fait que des sanctions sont associées, ne soutient cela aujourd'hui. La preuve, c'est que dans la démarche des EGA et du projet de loi à définir, j'ai même indiqué que les dispositions envisagées étaient soutenues par l'ensemble du secteur. S'agissant des pratiques, vous avez indiqué, monsieur le sénateur, que c'était parce que la grande distribution se comportait mal. Je crois que quand elle se comporte mal, elle est sanctionnée. Je crois qu'aucun distributeur n'a échappé à des sanctions ces dernières années et que le ministre dispose des capacités, le cas échéant, vous le savez, de diligenter des actions lui-même. Je crois aussi que les distributeurs ont fait des efforts. Je crois honnêtement que ce qui se passe dans les box aujourd'hui n'est pas la même chose qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans. Le groupe Carrefour a d'ailleurs, je crois, l'an dernier reçu un prix s'agissant de son comportement dans les négociations responsables. Je pourrais plus vous dire exactement comment ça se qualifie. Non, ça ne m'appartient pas. Mais en tout cas, voilà. Et les fournisseurs aussi jouent leur jeu. Certains fournisseurs ont des capacités de négociation. Je ne dis pas que la grande distribution est parfaite. Je pense que le législateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une légitimité évidemment de l'intervention publique. Et je crois que tout le débat qui s'instaure à chaque période de négociation a également pour vertu de mettre le focus sur le fait que chacun des acteurs doit se comporter de manière responsable. Carrefour tente de le faire, les autres distributeurs aussi. Je ne dis pas qu'on est parfait tout le temps, mais en tout cas, on tente de le faire. Sur les produits haut de gamme, monsieur le sénateur, et l'articulation entre le conventionnel et le bio, ou en tout cas s'agissant du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires sur le bio, par exemple, reste relativement mineur aujourd'hui dans un groupe comme Carrefour. C'est en l'état, sauf erreur de ma part, 1,3 milliard de chiffre d'affaires, mais avec, dans le plan stratégique, la volonté de le porter à 5 milliards. Ce sera la volonté de Carrefour, en tout cas, est de ne prétend pas que le bio est par nature de plus grande qualité que les autres produits. C'est simplement qu'aujourd'hui, vous avez une croissance de cette demande. Les clients le souhaitent. Ça pose des questions de transformation et de conversion des exploitations agricoles, d'approvisionnement pour l'ensemble des agriculteurs. Mais ce n'est pas une décision de la grande distribution. Enfin, faut à chaque fois garder ça à l'esprit. Ce n'est pas la grande distribution qui dicte un comportement en disant maintenant, nous allons privilégier telle ou telle catégorie de produits. C'est parce que les comportements de consommation évoluent de cette manière-là. Et la grande distribution, à cet égard, par rapport à des périodes plus anciennes, a perdu aussi un pouvoir de prescription que peut-être elle a eu par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est probablement heureux, il ne lui suffit pas de mettre des produits en étagère pour que le consommateur arrive et les regarde. Comme je le disais, il a la capacité de comparer les prix en permanence, il a la capacité de comparer les services. Et s'agissant du prix et du travail sur les EGA, la grande distribution qui, de manière collective, Carrefour et les autres, oui, veut répercuter de la valeur vers les agriculteurs, mais est également soumis, indépendamment de la compétitivité, à des exigences de prix extrêmement élevées, non seulement des pouvoirs publics qui ne souhaitent pas que les prix augmentent, pour des raisons de contrôle de l'inflation, parce que nos concitoyens veulent les meilleurs prix. Et donc la conciliation de ces exigences pour la grande distribution n'est, d'un point de vue macroéconomique, pas toujours totalement évidente à remplir. Je ne sais pas si j'ai fait si j'ai répondu totalement. La question sur la banque, pardon. Mets ton micro, Michel. Alors, en tout cas, ce qui est certain, indépendamment du bio et du conventionnel, ce qui est certain en tout cas, c'est que les consommateurs et les producteurs et les industriels, mais parce que les consommateurs le souhaitent, comme ils ont des exigences de plus en plus fortes en matière de qualité, qu'ils ont des exigences de plus en plus fortes en matière de traçabilité des produits, de caractère local des produits, eh bien, l'élévation, ce qui était d'ailleurs un des sujets des États généraux de l'alimentation et qui, je crois, réunissait les suffrages, et que
l'élévation des gammes, collectivement, pour l'ensemble des producteurs, des transformateurs et des distributeurs, est un enjeu nécessaire des années à venir, mais pas parce que la filière, dans son intégralité, a décidé un jour qu'il fallait monter en gamme. C'est parce que les consommateurs l'attendent et le souhaitent. Donc, je crois qu'il peut y avoir des distinctions selon les produits, mais c'est plutôt un mouvement assez général. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, une question sur la banque. Si votre question est de savoir si c'est une mutation profonde de Carrefour ou un changement assez profond d'activité chez Carrefour, c'est en vérité assez ancien. La banque et des services financiers associés, en réalité, comme vous l'avez évoqué. Services financiers et bancaires, au titre desquels d'ailleurs Carrefour est régulé comme tel. C'est-à-dire que ces services financiers est régulé comme une banque par la CPR, est soumis à des exigences réglementaires, de vigilance, de surveillance parce qu'il exerce cette activité. En revanche, il n'y a pas de... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Carrefour ne se transforme pas en banque. C'est d'ailleurs, si vous regardez le plan de transformation, on y parle de digital, on y parle d'alimentaire, on y parle de partenariat pour le non-alimentaire, mais les services financiers sont l'un des éléments de service associés, mais je crois qu'il n'y a pas de mutation et honnêtement encore moins sous la pression d'actionnaires qui souhaiteraient qu'on se transforme en banque. On a une partie de services accessoires, mais c'est quand même pas notre cœur de métier. Vous évoquiez le fait qu'on offre des services en la matière digitaux, ou en tout cas qui aujourd'hui sont des offres digitaux. C'est parce que, comme le monde bancaire, ces services-là aussi se digitalisent et que, assez naturellement, pour Carrefour, si on veut rester à offrir des catégories de services de qualité en la matière, il faut se digitaliser. Voilà les blocs auxquels je crois je pouvais répondre. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Alors, dernière question de Madame la Présidente qui nous a quittés s'agissant de la centralisation du groupe Carrefour. Le groupe Carrefour n'est pas un groupe d'indépendants, ça c'est évident, comme peuvent l'être d'autres groupes de distribution. Et dans la gestion et le management du groupe Carrefour, il y a des débats un peu infinis sur cette centralisation, décentralisation. Je crois que, comme pour tous les groupes d'une telle importance, c'est... ah, puis il y avait un groupe sur l'international, je crois. J'ai une question sur l'international que j'ai oubliée, pardon, madame la sénateur. Comment ? Alors, et sur les dividendes. Alors, pardon. Alors, donc je termine sur la centralisation. Je crois que, en tout cas, moins les choses seront complexes au siège, moins les choses seront compliquées au siège. Un exemple a été pris, et on en a beaucoup comme ça dans le plan de transformation, pour valider un catalogue. Vous voyez ce que sont les catalogues chez Carrefour, comme tous les distributeurs. Chez Carrefour, compte tenu du siège aujourd'hui, il faut 27 étapes. Et donc, cette complexité-là, si c'est ça la centralisation, il est probable que les magasins en souffrent et qu'on est insuffisamment réactif en la matière et que probablement les magasins ont besoin de plus de souplesse. Sur la politique de dividendes, en la matière, les dividendes sont décidés par l'Assemblée générale des actionnaires de Carrefour sur proposition de son conseil d'administration. Je ne peux pas vous dire autre chose, puisque en réalité, c'est décidé par l'Assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Je ne suis pas, et le management non plus, décisionnaire de la politique de dividendes s'agissant de Carrefour. Quant au CICE, je n'ai pas le montant. Si l'interrogation était le montant 2017 dont vous demandiez la confirmation, très sincèrement, je pourrais revenir vers vous, mais je ne l'ai pas là en l'état en tête. Je vous donne... Comment ? Je vous donne mes coordonnées dès que cette audition est terminée. Et il y avait une autre question, l'international, je crois, sur lequel je n'ai pas répondu. Carrefour est aujourd'hui dans 10 pays intégrés, comme on dit, c'est-à-dire qu'il opère lui-même les magasins dans ces géographies, en Europe, en Asie,
en Chine et à Taïwan, et en Amérique du Sud, en Argentine et au Brésil. Donc Argentine et Brésil, Chine et Taïwan et 6 pays européens. Aujourd'hui, donc 10 pays intégrés, mais il est également dans 23 pays sous une autre formule. C'est-à-dire qu'il a des partenaires franchisés avec qui il donne l'exclusivité sur un territoire pour ouvrir des magasins, et c'est une autre formule. Aujourd'hui, ce qui a été dit dans le plan, c'est que lors de l'annonce du plan, c'est que le plan a vocation à s'appliquer à l'ensemble des territoires, à être décliné sur tous les territoires, les exigences de digital, de construction, sur la transition alimentaire. Il n'y a pas de désengagement du groupe Carrefour d'aucune de ces géographies. Alors, encore une fois, c'est un travail différent lorsque vous opérez vous-même et lorsque vous avez un partenaire qui opère les magasins sur la base d'un contrat. Est-ce qu'il y aura des développements internationaux de Carrefour à l'avenir ? À ce stade, ça n'a pas été annoncé. Des partenariats locaux peut-être. En Chine, ça a été annoncé et ça s'est fait sur une période de temps assez brève. Des développements, aucun n'a été annoncé. Et aujourd'hui, voilà, je ne peux pas vous dire qu'on va ouvrir dans un nouveau pays ou qu'on va développer de nouveaux partenariats. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Carrefour a la volonté de demeurer un groupe international et de demeurer un groupe français qui continue d'avoir une activité à l'étranger. Monsieur le secrétaire général, deux petites questions. La première, c'est quel est le poids et l'évolution de la marque Carrefour, des produits à marque Carrefour sur le global, pour savoir quel sera le poids de la marque à 5-10 ans. Et deuxièmement, vous parlez de développement à l'international. Est-ce que ça voudra dire également ouverture du capital? La volonté pour nous étant, et Dieu sait si nous y sommes attachés, à ce que la majorité pour les entreprises qui se développent reste bien sûr à majorité capital français. Donc est-ce que ce problème-là, s'il n'est pas d'actualité, il est sûrement dans les projets peut-être pour l'implantation à l'international? Aujourd'hui, s'agissant du groupe Carrefour, nous sommes un groupe coté avec des actionnaires français, d'autres qui ne le sont pas. Nous ne maîtrisons pas qui est actionnaire du groupe Carrefour. Si votre question résonne avec ce que nous projetons, puisque c'est un accord qui demande encore à être traduit concrètement en Chine, là, il s'agit pour une filiale déterminée qui était détenue à 100% par Carrefour et qui était opérée dans un pays, de trouver un partenariat qui, au cas particulier, double. Il y a un partenariat à la fois opérationnel avec Tencent, groupe de technologie, et un partenariat capitalistique avec Tencent, même groupe de technologie, et Yongwei, qui est un opérateur de distribution physique. Et là, sur une filiale déterminée à l'étranger, le choix a été fait parce qu'il nous semblait que c'était producteur de valeur et d'apport de compétences d'avoir ce partenariat. Ce choix a été fait là. Est-ce qu'il sera fait ailleurs, si c'est ça le sens de votre question? Aujourd'hui, il n'y a pas de projet en l'état. S'agissant du poids de la marque, alors Carrefour, je vais élargir un peu le sujet à la marque propre, comme on appelle, c'est-à-dire la marque distributeur Carrefour, qui parfois est Carrefour, parfois est son nom, parfois est Reflet de France, mais en tout cas qui sont des marques où c'est Carrefour qui gère cette MDD. Ce qui a été annoncé dans le cadre du plan est un objectif ambitieux, puisque c'est d'atteindre un tiers du chiffre d'affaires sur la MDD chez Carrefour, sachant qu'on part d'un état aujourd'hui qui est de 23% ou quelque chose comme ça. Je vous le dis, je ne suis pas sûr que ma mémoire ne me trahisse pas, mais je crois que c'est à peu près ça. Et donc là aussi, un objectif ambitieux de travailler la marque propre, comme au demeurant, les autres distributeurs l'ont déjà travaillé depuis des années, mais en tout cas, là, il y a un objectif assez ambitieux pour Carrefour. Notre volonté étant bien sûr que ces produits aient l'identité française. Écoutez, c'est le cas pour Carrefour. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, s'il n'y en a pas d'autres,
Merci, Monsieur le Secrétaire Général, de votre intervention. Oui, pardon. Oui, je voulais juste une confirmation de votre part par rapport donc aux 2400 suppressions d'emplois. Il s'agit bien d'emplois uniquement concernés sur le siège. Oui. Et uniquement dans le cadre de plans de départ volontaire. Absolument. Et il n'y aura pas de reste. On me dit et pour le reste. Il n'y aura rien d'autre à côté. D'accord. Donc, s'il n'y a plus de questions, mais Monsieur le Secrétaire Général, merci infiniment. Et surtout, merci pour cette capacité en 4 mois à Carrefour, dans l'expression que vous avez effectuée, par la connaissance de ce dossier. Et bravo, bonne continuation et bonne réussite. Voilà pour l'audition du secrétaire général du groupe Carrefour, Laurent Vallée, qui s'est exprimé ce matin devant les sénateurs de la Commission des affaires économiques dans le contexte de ce vaste plan de transformation annoncé la semaine dernière par Alexandre Bompard, nouveau PDG du groupe depuis 6 mois. Un plan choc qui prévoit notamment la suppression, jamais vue, de 2400 emplois dans le groupe. À noter également que cette audition intervient dans le contexte de l'annonce ce matin en Conseil des ministres du nouveau projet de loi sur l'alimentation qui fait suite aux États généraux de l'alimentation ces derniers mois. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.